beaucoup. J'aimerais tellement aller à l'école, même un peu, parce qu'ici c'est l'enfer. Alors pour survivre, il faut inlassablement tamiser la rivière pour en recueillir le coltan. Le Congo en regorge. On estime qu'il détient près de 70% des réserves mondiales. Le Brésil et l'Australie possèdent le reste. Voilà comment ils travaillent. Un pays qui a le sous-sol le plus riche du monde. Il y a le coltan, il y a la castérite, il y a le wolfram, il y a le niobium. Tout cela profite seulement à l'étranger. Et rien en retour pour les populations qui travaillent comme ça aussi durement. Le précieux minerai est 2 à 3 fois plus rentable que l'or et peut être négocié jusqu'à 50 000 € le kilo sur les marchés internationaux. Ici, pas de machine, pas de pompe à eau. Les galeries creusées à flanc de colline ne sont pas étayées. Pourtant, les boyaux s'enfoncent à plus de 60 mètres sous terre. 4 mineurs se relaient en permanence et vont toutes les heures respirer à la surface. Ici, c'est dangereux, surtout quand il pleut. Si la galerie s'écroule, on peut mourir enseveli sous la terre et personne ne viendra nous sauver. Mais pour faire vivre ma famille, je suis obligé de travailler. Et je n'ai pas le choix. Chaque jour, ces mineurs risquent leur vie. Leur salaire, moins de 3 € par jour. Tu sais à quoi sert le coltan que tu remontes? Je crois que ça sert à fabriquer du métal. Du métal pour quoi faire? Du métal pour faire des outils pour construire nos maisons. L'an dernier, 130 tonnes de coltan ont été produites au Congo, soit près de 20% de la production mondiale. Mais l'État congolais ne contrôle aucun revenu lié à ce commerce. Les chefs de guerre font sortir le minerai en contrebande par le Rwanda. Dans un récent rapport, les Nations Unies dénonçaient le lien entre l'exploitation du coltan et la poursuite du conflit. Tant qu'on achètera des minéraux du Congo, il y aura toujours cette situation de guerre. La plupart des gisements miniers sont occupés par des groupes armés. Et que les industriels étrangers, les multinationales qui ont besoin de minéraux pour les portables, en ont besoin pour faire fonctionner leurs industries. Ils amènent les armes chez les groupes armés et en contrepartie, les groupes armés donnent les minéraux. Et c'est là qu'on continue un cycle de guerre qui ne finit pas. Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Une ville sous haute surveillance militaire où les civils se réfugient, chassés des campagnes par les rebelles. Bukavu, c'est la plaque tournante du commerce de coltan. Il arrive ici à l'état brut en provenance des mines. Le minerai est traité et commercialisé dans un des nombreux ateliers de la zone industrielle. Broyé, concassé, tamisé, ce qu'on recherche dans le coltan, c'est le pentoxyde de tantale, reconnu pour sa résistance extrême à la chaleur et à la corrosion. Les minéraux comme le coltan, la cassitérite interviennent dans la technologie actuelle, comme la fabrication des armes, des téléphones portables, dans l'électronique comme les ordinateurs, les fusées, tout consort. Les impuretés retirées, le minerai est séché, écrasé et mélangé pour faire une poudre fine et homogène. C'est cette précieuse poussière qui intéresse les acheteurs étrangers. Vendu 50 € le kilo au départ de l'atelier, le coltan se négociera ensuite 50 000 € sur les marchés financiers. 1000 fois plus cher. Après notre traitement ici, nous les vendons en Angleterre, aux États-Unis et aux différents clients. Afin que la guerre ne soit plus financée par le coltan, les Nations Unies recommandent aux grands fabricants de téléphones de ne plus acheter le minerai du Congo. Officiellement, les firmes internationales refusent de l'acheter. Mais pour s'en procurer, la plupart d'entre elles sont prêtes à tout, jusqu'à multiplier les intermédiaires qui dissimuleront la provenance du minerai. Pour ouvrir des mines de coltan, les forces rebelles n'ont pas hésité à s'installer illégalement dans le parc national de Kahuzi-Biega. Cette région est l'une des dernières forêts primaires du monde. Ici vit une colonie de gorilles des plaines pour qui l'exploitation du minerai est une vraie menace. Robert Madunke est garde forestier. Il connaît bien les gorilles et les surveille depuis 20 ans.
Depuis la découverte du coltan dans le parc, la moitié d'entre eux a été tuée par des braconniers. Et maintenant, quand les gens viennent dans la forêt pour chercher, par exemple, les coltans, les castérites, là, ils dévastent d'abord l'habitat des gorilles. En cherchant les coltans pour la fabrication des téléphones portables, ils ont aussi affamé et là, ils ont besoin de manger la viande des gorilles. Le parc de Kahuzi-Biega est surveillé par à peine une vingtaine de gardes, bien désarmés pour protéger un territoire aussi vaste que la Corse. Les gorilles sont en voie d'extinction. Il n'en resterait dans le parc plus que 168. Avant le conflit, le parc accueillait des touristes. Les gorilles, habitués aux hommes, se laissent donc facilement approcher. Et aujourd'hui, quand ils rencontrent des braconniers, ils sont des proies faciles. Les chimpanzés, eux aussi, sont menacés par l'activité des mines. Carmen Vidal est une Espagnole qui leur consacre sa vie. Ces jeunes singes sont un peu ses enfants. Ce sont des orphelins qui ont vu leurs parents se faire tuer par des chasseurs. Et seuls, ces chimpanzés âgés de quelques mois ne peuvent pas survivre en forêt. Nous, les utilisateurs de portables, on doit prendre conscience des conséquences de nos actes et on doit faire pression sur le gouvernement du Congo pour qu'il stoppe l'exploitation illégale de coltan. Il faut que ces exploitations soient légales et contrôlées. Aujourd'hui, nous sommes sur la planète près de 2 personnes sur 3 à utiliser un téléphone mobile. Nous sommes tous complices d'un drame que nous n'avons plus le droit d'ignorer. Nous savons. Et nous devons agir en exigeant des fabricants une totale transparence. Nos achats doivent en dépendre. Cachée, loin des regards. Notre soif de consommation et la pression qu'elle exerce sur la nature s'étend aussi aux océans. Le thon rouge. Ce prédateur régule la vie de centaines d'espèces marines. Parmi les plus grands poissons des mers, c'est aussi un formidable migrateur. Mais aujourd'hui, tous les scientifiques sont formels. Le thon est gravement menacé par la pêche industrielle. « 2600 tonnes de thon rouge figées à moins 60 degrés. C'est sans doute la première fois qu'une caméra pénètre dans les entrailles d'un cargo frigo japonais. Ces images sont uniques et pour moi elles sont fascinantes. La technique de congélation en haute mer a révolutionné cette pêche. Elle l'a mondialisée. Pêchés par des flottes taïwanaises, sud-coréennes et chinoises jusque dans l'Atlantique, puis transbordés en haute mer sur ce cargo, ces thons rouges vont finir sous forme de sushi de sashimi, ici au Japon. Ce mot de surpêche, si souvent employé, prend ici tout son sens. La pêche au thon rouge me laisse dans l'incompréhension la plus totale. Nous savons tous qu'au rythme actuel des prises, il va très vite disparaître. Mais nous continuons à le pêcher et surtout à le consommer. Je ne comprends pas pourquoi cette obstination. C'est vraiment un phénomène de mondialisation incroyable, ce bateau. Ce bateau vient du Brésil, il a été prendre du poisson dans le Pacifique, dans l'océan Indien. Et il va nourrir des Japonais. Les pays riches ont tendance à surconsommer tout. On surconsomme l'énergie, on surconsomme la viande, on surconsomme le poisson, on surconsomme presque tout. On a l'impression que tout est à disposition en abondance. Mais l'abondance, c'est pas la même dans un monde de 6,5 milliards d'habitants qui sera bientôt 8 milliards en l'an 2025. Donc maintenant, il faut qu'on se comporte comme des gens qui comprennent que oui, il y a de l'abondance, mais on est dans un monde où les ressources sont quand même limitées par rapport au nombre que nous sommes. On est rentré maintenant pour toujours dans l'ère de l'interdépendance au niveau planétaire. Selon la FAO, en 2050, les stocks de pêche seront épuisés. Et pourtant, on continue. Pourquoi? On est un petit peu des autruches. On est une génération d'autruches. On a mis la tête dans le sable. On ne pense pas à l'avenir. On ne regarde pas ce qui va se passer. Moi, dans le temps de mon existence, les prises de pêche par habitant ont doublé. Quand je pense à mon petit-fils Lucas, qui est né il n'y a même pas 2 ans, le temps qu'il arrivera à mon âge, les prises de pêche par habitant vont être divisées par 2.
C'est quand même un contraste terrible. S'il y a encore du poisson. S'il y a encore du poisson, le risque, effectivement, c'est qu'il n'y en ait plus. Certaines espèces auront complètement disparu. C'est le cas des grosses espèces de poissons qui aujourd'hui sont complètement menacées puisque 90% de cette population a été déjà pêchée. La pêche industrielle ne fait travailler que 2% des pêcheurs du monde. Et pourtant, ces 2% de pêcheurs réalisent à eux seuls plus de la moitié des prises mondiales. Le Japon consomme un tiers du thon rouge pêché. Et le succès des sushis et des sashimi est devenu planétaire. Les ressources s'épuisent, mais la consommation, elle, augmente. Il est 5 h du matin à Tokyo. Je me rends à Tsukiji, le plus grand marché aux poissons du monde. Tous les jours, 2400 tonnes de produits de la mer y sont négociés. Les thons rouges arrivent ici en provenance de 50 pays différents. Je vais retrouver Toishiro Ida. Dans sa famille, on achète des thons depuis 8 générations pour les revendre au plus grand restaurant de Tokyo. C'est dans cette salle que les plus belles pièces sont vendues aux enchères, à la célèbre criée de Tsukiji. Ah, celui-là il a l'air bien, celui-là. Ouais, il est pas mal. Et au niveau de sa fraîcheur... Pas très frais, ça veut dire combien de jours? À mon avis, une semaine, voire plus, depuis qu'il a été pêché. Ça va pas. Ici, chaque jour, près de 3000 thons sont vendus. Et le prix au kilo peut atteindre plus de 1000 €. Il y a 20 ans, on ne trouvait ici que des thons pêchés dans les mers japonaises. Mais les stocks de pêche se sont effondrés et aujourd'hui, 40% des thons rouges vendus à Tsukiji viennent de l'étranger. C'est un marché très rentable qui entraîne des dérives, comme en Méditerranée où les fraudes et les dépassements des quotas sont en train de décimer l'espèce. Toishiro perpétue des gestes ancestraux. Mais comme nous tous, il réfute l'idée de sa responsabilité dans notre mode de vie qui épuise les ressources du monde. En Europe, les ONG environnementales disent qu'il faut arrêter de manger du thon rouge, que c'est un poisson qui est en voie de disparition. Moi, je pense que le problème du thon est indissociable de tous les autres problèmes que la Terre connaît aujourd'hui. Par exemple, on continue à couper les arbres et on détruit les forêts. Sans elles, les bons nutriments ne s'écoulent plus dans les rivières et n'arrivent pas dans la mer. Alors, le plancton ne se développe plus. Et les petits poissons disparaissent à leur tour. Du coup, il n'y a plus de nourriture pour les thons. Il faut donc protéger la Terre dans son ensemble. Je crois que se focaliser sur le problème du thon est une erreur. Il faut avoir une vision beaucoup plus large. Manger ou ne pas manger du thon n'est pas la question. Selon moi, il ne faut pas croire qu'en arrêtant d'en manger, leur quantité va augmenter. Est-ce que les Japonais ont pris conscience que ce thon est un aliment traditionnel ne sera pas éternel? Pour moi, je suis persuadé qu'il y aura toujours des thons. Si nous en mangeons sans excès, en faisant attention, je pense qu'il ne disparaîtra pas. Bien sûr, il ne faut pas pratiquer la surpêche, ni même développer l'élevage. Mais si le thon ne fait pas l'objet d'une activité à l'échelle industrielle, je pense que nous pourrons continuer à en manger encore très longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le thon rouge est bien en train de disparaître. Pourquoi nier l'évidence? Mais nous sommes tous pareils. Nous ne voulons pas regarder la réalité en face. On parle de déforestation pour ne pas parler du thon. Tout le monde se rejette la faute. Regarde-moi ça, les couleurs de ça. Jean Fabre m'explique les conséquences d'un tel aveuglement. Incroyable, hein?
On comprend les pêcheurs qui ont besoin de vivre, mais pour qu'ils puissent continuer à profiter de cette ressource et à en vivre, il faut qu'elle soit préservée. On ne peut pas la piller maintenant et pour un gain immédiat et ensuite ne plus l'avoir dans l'avenir. Ce serait quand même paradoxal que l'espèce parmi les plus récentes apparues sur la Terre, à savoir l'être humain, fasse disparaître en quelques années la ressource la plus ancienne qui soit, celle-là même qui la nourrit depuis des millénaires. En fait, le poisson des mers, c'est un cadeau de la nature. C'est quelque chose qu'elle nous donne généreusement depuis toujours. Et il est absurde que pour en disposer encore, on se mette maintenant à l'élever. Et d'autant plus absurde que pour élever un poisson de mer, il va falloir aller pêcher une certaine quantité de poissons sauvages qu'on va lui donner pour le nourrir. 20 kilos de poissons sauvages pour élever un ton. Pour faire 1 kilo de poissons d'élevage. Les alertes des scientifiques et les quotas n'ont rien empêché jusqu'ici. Seule notre conscience de consommateur pourra sauver l'avenir du thon rouge. On a tous un jean dans le placard. Est-ce que vous savez que c'est le vêtement le plus fabriqué au monde? On en fabrique près d'1 milliard par an. Eh ben, les jeans, c'est comme ces thons, ils viennent du bout du monde. Les éléments pour fabriquer un jean vont faire jusqu'à 65 000 km. Vous allez voir. C'est bien, c'est pas mal, hein? Taille basse. Le jean est devenu un objet de consommation planétaire qu'on porte et qu'on fabrique partout. En France, on en vend chaque année près de 90 millions. Un succès commercial énorme qui ne doit pas faire oublier que sa production, répartie sur 4 continents, a un impact direct sur l'environnement. De la récolte du coton à son assemblage en Tunisie, d'où il repartira vers l'Europe, le jean aura parcouru 1,5 fois le tour de la planète. L'acheminement de ces matières premières n'est pas sans conséquences. À lui seul, le transport par cargo représente 13% du total des émissions de CO2. Autant que les camions, comme nous l'explique Charlotte Nittard, qui traque ces pollutions pour l'association Les Robins des Bois. Un jean parcourt 65 000 km avant d'arriver dans notre boutique. Tout ça, ça consomme bien entendu de l'énergie, ça produit des gaz à effet de serre, ça produit aussi des particules de pollution atmosphérique, notamment dans le cas du transport par voie maritime. Le fuel de propulsion des navires est généralement de mauvaise qualité. Donc c'est tout un cycle qu'on ignore puisque l'étiquette ne nous permet pas d'avoir la mesure du gigantisme et de la mondialisation du produit qu'on a entre les mains. Pour fabriquer un jean, il faut au total 18 composants venus du monde entier qui vont converger vers un même lieu d'assemblage comme ici en Tunisie. Coton du Mali pour la toile, bleu indigo d'Allemagne pour la teinture, cuivre de Namibie pour les boutons, zinc d'Australie pour les rivets, pierre ponce de Turquie pour le délavage et les fermetures éclairs, elles, viennent du Japon. 12 pays en moyenne entrent dans la fabrication d'un jean qui sera ensuite envoyé de la Tunisie vers l'Europe, l'Asie ou encore les États-Unis. Si la moitié des dégâts écologiques d'un jean est liée au transport, l'autre moitié est causée par la culture de sa matière première, le coton. Conséquence, pollution et épuisement des sols. En Amérique du Nord, en Chine ou en Inde, les 3 plus gros producteurs mondiaux, la culture du coton est devenue intensive. La production mondiale a été multipliée par 4 en 20 ans. Aucune activité agricole ne consomme autant de produits chimiques que le coton. Elle utilise 1/4 des pesticides produits dans le monde chaque année et provoque souvent des maladies chez les agriculteurs qui les utilisent à haute dose et sans protection. En Europe, ces pesticides sont interdits depuis des années, mais en Inde, ce marché est en pleine expansion. Tout ça pour notre consommation de jeans et de t-shirts. Le coton pour le jean, c'est une matière naturelle qui au départ ne nécessite pas beaucoup d'eau, mais qui par contre dans des plantations intensives est très gourmande en eau. C'est entre 5 000 et 25 000 litres pour faire 1 kg de coton jean, ce qui est absolument considérable. Et en ordre de grandeur, c'est 100 jours de consommation d'un habitant en France, et puis ça peut être plusieurs années d'un habitant dans le Sud-Sahel. Après la récolte, le coton est envoyé vers des filatures au Pakistan ou en Italie pour y être tissé et teint. La toile part ensuite en cargo pour sa destination finale, à l'autre bout du monde.
Comme à Ras Jebel, en Tunisie, où plusieurs grandes marques françaises et américaines ont délocalisé leur production pour profiter de salaires 10 fois plus bas qu'en Europe. 150 € par mois, le prix de 2 jeans achetés en France. Mais ici, le jean fait vivre des milliers d'ouvriers. Labidi Fati est l'un des plus grands fabricants du pays. On n'a pas franchement la traçabilité sur cette matière-là. On sait que ça provient un peu partout dans le monde, c'est un produit mondial. Ça peut venir d'Inde, de Pakistan, de Côte d'Ivoire, d'Égypte, d'Afrique du Sud. Et après, donc, ils sont rassemblés, ils sont fabriqués dans des pays comme la Tunisie, le Maroc. La mode est au jean délavé. Et l'on retrouve ici notre Pierre Ponce, venu de Turquie. Mais comble du ridicule de notre époque, ces jeans encore neufs il y a quelques minutes vont être artificiellement vieillis. Des dizaines d'ouvrières vont les user, les déchirer, en un mot, les rendre tendance. Elles vont leur faire subir plus d'une 50aine de traitements. C'est l'étape la plus polluante de sa fabrication car elle nécessite des produits chimiques comme le chlore ou le permanganate de potassium. Si Labidi Fati nous a ouvert les portes de son usine, ce n'est pas seulement pour nous montrer ces machines ultramodernes qui brûlent la toile au laser et donnent en un clin d'œil des années d'usure à un jean. Les produits chimiques qu'il utilise sont nocifs. Et il a tenu à nous prouver qu'il les retraite pour ne pas endommager l'environnement. Donc ici, vous êtes à la station de notre station de traitement biologique qui nous a coûté à peu près 1 million d'euros et quand l'investissement a été fait sur 2008. Donc cet investissement nous permet aujourd'hui de traiter de manière biologique tous les eaux usées de notre usine et de ne pas déverser que de l'eau propre dans la nature. En Tunisie, la loi oblige les nouvelles usines qui s'installent à s'équiper de stations de retraitement. Mais beaucoup d'anciennes unités ne sont pas conformes aux normes environnementales, comme cette usine à la périphérie de Tunis qui rejette encore ses eaux usées et pollue les cours d'eau, la mer et les nappes phréatiques. Si le client européen ferme les yeux, alors tous les abus sont possibles. Donc là, vous avez les rejets de l'usine qui est juste derrière et on comprend mieux quand on voit les rejets que certains industriels du jean se considèrent comme des industriels de la chimie. C'est-à-dire que dans ces eaux, on retrouve tous les résidus des différentes étapes de l'ennoblissement du textile, c'est-à-dire les produits qui sont mis pour la résistance au frottement du tissu, comme des formaldéhydes. On retrouve les résidus de teinture, parfois même les résidus des pesticides qui sont en amont dans les champs de coton. Et tout ça, si ce n'est pas traité, contamine la rivière, provoque des asphyxies, des mortalités massives de poissons, puis une perturbation totale de l'écosystème, comme on peut s'en rendre compte. La plupart des usines en Tunisie ont fait des gros efforts au cours des dernières années. Par contre, en Asie, ce n'est pas du tout le cas. Et ce qu'on voit ici est la règle dans le milieu asiatique et notamment en Inde. Pollution, problèmes de santé pour ceux qui travaillent dans un grand nombre d'usines et dans les champs de coton. Le voyage du jean se dessine de pays en pays à travers des coûts de production toujours plus bas, au détriment des hommes et de la planète. Alors comment faire pour en alléger son empreinte écologique? Quelle est la solution pour ne pas porter un jean qui aura nécessité 1 litre de pesticides et consommé 25 litres de pétrole? Il y a quelques questions à se poser, savoir où est-ce que c'est fabriqué, favoriser la proximité, favoriser les labels ou en tout cas essayer à partir des pays de production de favoriser des bonnes conditions sociales de production, éventuellement du coton biologique, c'est l'idéal bien entendu. Et puis si on veut absolument avoir un jean usé, il y a quelque chose qui est absolument fantastique, qui est économique et qui est écologique, ça s'appelle la fripe. Et dans les friperies, il y a des tas de jeans qui sont usés, qui sont parfois super et qui seront en plus de ça beaucoup moins chers que ceux qui sont usés volontairement et artificiellement. Il y a 2 étages maintenant. Il n'y en a pas, il y en avait qu'un là. Maintenant il y en a 2. C'est exactement la photo que j'ai faite il y a 15 ans. Bon, la différence c'est qu'il y a beaucoup plus de hangars qu'avant. On voit que la consommation de viande au Japon a augmenté. On imagine bien que toutes ces vaches, si elles devaient vivre dans des champs, il n'y a sans doute pas assez du Japon pour leur donner de l'herbe.
Alors on fait des élevages comme celui-là où 98% de la nourriture vient de l'extérieur, vient de l'étranger. Et on trouve ça normal. Il va falloir qu'un jour on se réveille. On ne pourra pas continuer comme ça, c'est pas possible. Plus un pays devient riche, plus il consomme de la viande. Ici, on n'élève pas du bétail, on produit de la viande. C'est vraiment des prisons, hein. Enfermées sous des hangars, ces vaches piétinent leurs excréments et n'ont pas d'autre fonction que de prendre du poids. L'ennui et le stress provoquent des maladies que l'on traite à renfort de médicaments et d'antibiotiques. Pour produire 1 kg de bœuf dans ces conditions d'élevage intensif, il faut 7 kg de céréales, plus de 10 000 litres d'eau et l'équivalent en énergie de plus de 7 litres de pétrole. L'herbe séchée qu'on leur donne à manger est importée par bateau des États-Unis. Cette agriculture intensive qui a prospéré grâce à un pétrole bon marché est aujourd'hui dans une impasse. Savez-vous que l'élevage industriel produit plus de gaz à effet de serre que tous les transports réunis? Dans la nature, tout a un sens. Pour moi, cet endroit en est totalement dépourvu. À l'autre bout de la planète, il y a un homme qui est très en colère contre nous. Il s'appelle le père Edilberto Senna, et lui se fiche complètement de nos envies de viande. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de sauver la forêt amazonienne du désastre lié au soja. Nos habitudes alimentaires ont changé. Partout sur la planète, nous mangeons 5 fois plus de viande qu'il y a 50 ans. Et pour nourrir ces millions de bêtes, il a fallu développer la culture d'une plante capable d'assurer une croissance rapide au bétail, car très riche en protéines, le soja. Mais aujourd'hui, le soja est l'un des premiers responsables du massacre de la forêt amazonienne. Depuis plusieurs années, le Brésil s'est mis à produire cette plante à grande échelle pour en devenir le 2e producteur mondial. La culture du soja s'est d'abord développée dans le sud, puis de façon fulgurante dans l'état du Mato Grosso, au centre du pays. Les surfaces agricoles qui lui sont consacrées ont doublé en 10 ans. Et elle se propage jusqu'à Santarém, une ville du nord, jusqu'alors protégée au cœur de la forêt amazonienne. Dans la paroisse de la ville, un prêtre engagé, Edilberto Senna. Il se bat contre l'expansion du soja. Chaque dimanche, il réaffirme ses positions. Souvent virulentes, elles lui ont valu d'être plusieurs fois menacé de mort. Nous, dans cette région, on ne connaissait pas la plante soja, même pas en photo. Ici, les gens cultivent du manioc, des oranges, du riz. Et alors, qui est arrivé? Les gens du Mato Grosso. Et ils sont venus avec quoi? Avec l'argent des banques officielles, la Banque Amazon, la Banque du Brésil, et aussi avec les financements de la Cargill. La Cargill, c'est l'une des 4 multinationales de l'agrobusiness qui exploite le soja brésilien. Il y a quelques années, sans autorisation légale, ce géant américain s'implante à Santarém avec un terminal fluvial pour faciliter ses exportations vers l'Europe. Les défenseurs de l'Amazonie s'opposent à cette entreprise, symbole de nouvelles forêts sacrifiées. Ils portent l'affaire devant la justice. Après 8 ans de bataille juridique, la loi leur donne raison. Le terminal est aujourd'hui fermé, mais le soja est puissant et tout danger n'est pas écarté. Alors derrière le micro de sa radio locale, Edilberto Senna reste mobilisé pour que sa région ne brûle pas sur l'autel d'intérêts étrangers. L'Amazonie, qu'on surnomme l'enfer vert, peut devenir un enfer chaud, un enfer très très chaud. Il faut que les Européens comprennent qu'ils ne peuvent pas vivre la belle vie aujourd'hui sur le dos de la forêt.
Quand on détruit ici 500, 800, 1000 hectares de forêt pour planter du soja, pour nourrir les poules, les porcs et le bétail de l'Europe, on oublie qu'on est en train de faire le malheur des peuples d'Amazonie. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas juste que ce qui se passe dans une partie du monde se fasse sur le dos d'une autre partie du monde. Et Padre Edilberto a du souci à se faire. La demande mondiale de soja explose. La région est très convoitée. C'est même le nouvel Eldorado pour des milliers de Brésiliens venus du Sud qui achètent pour une bouchée de pain les terres aux paysans locaux. Ils rasent aussitôt la forêt. La loi brésilienne n'autorise pourtant que 20% de déforestation. Mais les nouveaux venus se moquent des lois et dépassent largement ce quota. Ici, il y avait des habitants, mais ils sont tous partis très vite après avoir vendu leurs terres. L'offre était alléchante. Les gens n'avaient aucune idée de la valeur de l'argent ni de leurs biens. Et ils ont pensé que l'argent allait résoudre tous leurs problèmes. Mais la réalité, c'est qu'ici, pour nous, les gens de la région, le soja a tout détruit. Vous savez, pour l'instant, il n'y a aucun développement. Il y a beaucoup de production, mais les entreprises qui viennent ici n'ont pas d'emploi pour les gens de la région. La culture du soja a même appauvri la région. Elle est très mécanisée et se passe de la main-d'œuvre locale. Les experts prétendent que le soja n'a pas d'avenir en Amazonie, car une terre sans arbres ne vaut plus rien et meurt. Mais le gouvernement brésilien semble en avoir décidé autrement. Peu importe que sa culture soit gourmande en eau, polluante en engrais et en pesticides, elle rapporte chaque année près de 10 milliards de dollars au pays. Et peu importe que la terre et les hommes soient sacrifiés. Aujourd'hui, le soja s'attaque à un nouveau territoire pourtant protégé, celui des Indiens d'Amazonie, comme ici, dans le parc du Xingu. Déjà menacée par le commerce du bois précieux, cette immense réserve est confrontée aux dégâts causés par le soja. Et les Indiens constatent chaque jour les effets néfastes de cette agriculture sur leur espace de vie. Ma grande peur, et je ne suis pas le seul, c'est aussi celle de tous les habitants du Xingu. C'est ici que les Blancs plantent du soja jusqu'au bord des fleuves. Et on court le risque que toute l'eau soit contaminée par les pesticides et les produits chimiques que les agriculteurs utilisent pour tuer les parasites. Et on ne sait pas comment lutter contre ça. À quelques kilomètres dans ce village de 200 habitants, le temps semble s'être arrêté. Mais ici aussi, la culture du soja est venue tout bouleverser. Avant, c'était différent, c'était bien tranquille. Mais c'est fini. Je ne sais pas ce qui va arriver à mes petits-enfants. L'homme blanc est en train d'en finir avec nous. L'an dernier, 26 000 km² de la forêt amazonienne ont été dévastés. Une surface équivalente à un tiers du Portugal. Cette tendance doit s'inverser, car cette région est l'un des enjeux de la régulation climatique planétaire. Mais avant de penser à la planète, Père Edilberto Senna se bat pour les siens et pour sa terre natale. Les Esquimaux dépendent de la banquise pour vivre. Et nous, qui sommes nés ici, nous dépendons de la forêt et du fleuve pour vivre. Alors, quelle que soit la monoculture qu'on exploite ici, que ce soit du soja, du riz ou des haricots, pour nous, c'est pareil. C'est un véritable désastre. Nous sommes aujourd'hui 6,5 milliards. En 2050, nous serons près de 9 milliards d'habitants sur Terre. La moitié de l'humanité a déjà rejoint les villes. Et l'homme est la seule espèce sur Terre à demander toujours plus. En France, par exemple, nos hypermarchés proposent jusqu'à 80 000 références de produits. Une vie entière ne suffirait pas à tous les tester. Le Japon est le deuxième plus grand importateur de produits agroalimentaires au monde. Il dépend à 60% de l'étranger pour se nourrir. Ici, les supérettes ne ferment jamais. On les appelle les combini. Elles répondent à une exigence simple, pouvoir consommer n'importe où,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Kikuro Kondo est gérant d'une de ces supérettes. Et il a le courage de dénoncer les abus d'un système dont personne ici n'ose parler. En nous recevant dans son magasin, il risque de perdre son emploi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le Japon est un pays qui apporte énormément de sa nourriture et il en jette surtout énormément, puisqu'il jette presque 3 fois plus que ce qu'il produit dans le pays. C'est inouï. Je suis complètement d'accord avec vous. Rien que dans mon magasin, en une journée, je jette entre 10 et 15 plateaux comme celui-ci. Ces boulettes de riz, il m'arrive d'en jeter plus d'une vingtaine. C'est comme pour ces sandwichs. La durée de vente imposée est très courte. C'est pour ça qu'on en jette beaucoup. Combien de temps? La période de vente autorisée est d'à peine 8 heures. 8 heures. Et en plus de ça, nous avons pour instruction de les jeter 2 heures avant l'heure de péremption. Je voudrais que le monde entier sache à quel point nous gâchons de la nourriture. Venez voir la quantité que je jette. Tout ça est encore parfaitement comestible. Ça, vous venez de le jeter, ça. Ça date d'hier. Ouais, ok. Deux éponges. Bah, bien sûr, c'est bon. Regardez ce plateau repas. Eh bien, les crevettes viennent de Thaïlande. Donc, les crevettes de Thaïlande. Les pommes de terre viennent de Chine. La viande, des États-Unis. Le riz. Le riz, c'est un mélange. Du riz japonais et du riz étranger. Pour fabriquer ce plateau repas, par exemple, on estime que les aliments ont fait au total 4 fois le tour de la Terre. 4 fois le tour de la Terre. Pour finir dans la poubelle. Ridicule, ridicule. Il faut savoir que chaque jour au Japon, cette quantité de nourriture est jetée. En moyenne, je jette tous les jours 3 sacs comme celui-là, d'aliments parfaitement comestibles qui finissent à la déchetterie. 45 000 magasins comme le mien au Japon jettent la même quantité de sacs poubelles. Au total, ça fait 135 000 sacs par jour. Vous vous rendez compte, 135 000 sacs par jour? Et je considère que je jette peu par rapport à la moyenne. Il faut que nous réfléchissions à ça, que les gens connaissent ces réalités, alors qu'il y a un grand nombre de personnes sur Terre qui meurent de faim. Ce sont des vérités que nous n'avons plus le droit d'ignorer. Il faut vraiment que nous y réfléchissions. Merci de dénoncer ça. Vous êtes courageux. Vous ne risquez pas d'être viré. Le simple fait que je vous parle de ce problème devant une caméra est une chose que la maison mère m'interdit. Un quart de la nourriture produite dans le monde est jetée sans même avoir été consommée. Derrière le paravent des tours, des murs des grandes villes et dans le monde entier, de plus en plus de gens n'ont plus de quoi se nourrir. Au Japon, la grande pauvreté touche 12% de la population. En France, elle touche plus de 8 millions de personnes. Et dans le monde, on estime qu'ils sont plus d'1 milliard d'habitants à ne pas avoir assez à manger. Nous sommes dans le quartier de Sanya à Tokyo. Akemi Fujita est bénévole dans une association humanitaire. Elle organise toutes les semaines des soupes populaires pour les travailleurs journaliers et les sans-abri. Au Japon, on jette énormément et pourtant, cette nourriture, elle doit la financer avec des dons. Il n'y a pas quelque chose d'un peu ridicule là-dedans? Eh bien, nous avons tenté de négocier avec les combini et les supermarchés pour récupérer la nourriture qui a été jetée, en leur disant qu'il y avait des gens qui n'avaient rien à manger.
Mais ils ont toujours refusé. Pourtant, nous avons insisté en disant que ces aliments allaient être perdus. Mais ils ne veulent rien entendre. Ils disent qu'ils ne peuvent pas donner de nourriture, que c'est le règlement. Et moi, ça me fait mal au cœur. Depuis quelques années, les gens ont pris conscience de ce gâchis et ils ont condamné ces pratiques. Alors, les enseignes ont commencé à recycler cette nourriture. Mais vous savez quoi? Ils l'ont donné au bétail ou en ont fait de l'engrais. Tout ça, c'est uniquement pour avoir bonne conscience et redorer leur image de marque. Comment ces gens en sont arrivés là, dans ce pays d'abondance et de richesse? En fait, il y a une multitude de profils et de cas. Mais la grande majorité de ces gens a constitué la main-d'œuvre qui a permis l'essor économique du Japon. Pendant la récession, ce qui aurait été normal, c'est que le gouvernement les aide. Mais ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas eu le soutien qu'ils méritaient. Le pays n'a rien fait et tous ces gens ont été abandonnés. Mais de la même manière, nous non plus, nous ne leur avons pas tendu la main. Nous sommes tellement ancrés dans cette société d'abondance. Sommes-nous prêts à partager nos richesses avec les plus démunis d'entre nous? Eh bien, je n'en suis pas sûre. Nous sommes dans un monde absurde où la surabondance pour les uns aboutit à la pénurie pour les autres. Nos sociétés ont-elles oublié leur but premier, celui de nourrir les hommes? Chaque année, à la floraison des sakuras, les fleurs de cerisier, les Japonais marquent une courte pause, le temps d'admirer ces fleurs, symbole du printemps. Mais ces moments sont devenus très rares. Nous ne vivons plus au rythme des saisons. Et pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur un marché aux fleurs comme celui de Tokyo. Aujourd'hui, on est tellement déconnecté de la nature qu'on trouve normal d'acheter des fleurs en plein hiver. On ne se pose même plus la question. Et pourtant, les fleurs, ça ne pousse pas l'hiver. Donc on va les chercher en Colombie, en Éthiopie et surtout au Kenya. Alors bien sûr, ça donne du travail aux gens là-bas. Mais à quel prix? On a été enquêté, vous allez voir. Aux confins de la Rift Valley, le lac Naivasha, 140 km², l'un des rares lacs d'eau douce du pays. Un refuge où vivent les grands animaux du Kenya et plus de 250 espèces d'oiseaux. Autour de Naivasha, la plus grande concentration de cerfs du pays. 57 fermes floricoles. Ici, on cultive surtout la rose. Aujourd'hui, cette fleur est vitale. Elle rapporte plus de 400 millions d'euros par an et donne du travail à 50 000 personnes. Dans un pays où le chômage touche la moitié de la population active. Dans cette ferme, chaque jour, près de 100 000 roses sont conditionnées et expédiées par avion cargo vers l'Europe. Ici, il y a du soleil toute l'année, une main-d'œuvre bon marché et surtout l'eau gratuite du lac Naivasha. David Kilo, un ancien pêcheur, préside une association qui lutte pour la sauvegarde de ce lac. Il nous emmène sur la rive, juste en face d'une de ces exploitations de fleurs. Là, ce sont des arbres aquatiques. Normalement, ils poussent dans le lac. Mais comme les eaux du lac baissent, ils ne peuvent plus avoir d'eau, alors ils pourrissent sur le rivage. Mais un autre problème inquiète David Kilo. Et ce que vous voyez là en bas vous montre clairement comment les eaux usées s'écoulent directement dans le lac. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de vie dans cette eau-là. Ici, même un insecte ne peut pas survivre. Et ça veut dire que cette eau doit certainement être contaminée. Pour nous montrer la dégradation du lac, l'ancien pêcheur nous emmène sur son bateau. Je me souviens de ce lac. Ça remonte à l'année 1977. Les eaux étaient claires comme de l'eau de roche. On avait l'habitude d'y nager. Il y avait beaucoup plus d'oiseaux
Mais aussi, il y avait notre poisson favori, le tilapia. Mais le déclin de ces poissons et de ces oiseaux signifie qu'il se passe quelque chose de malsain dans ce lac. La barque s'engage dans l'un des nombreux canaux d'irrigation qui bordent le lac. David avance avec prudence, l'endroit est surveillé. Ça, c'est pour nous empêcher de voir ce qui se passe là-bas. Ils font tous ça. Ils dressent partout des barrières sur le lac. Nous sommes derrière une des exploitations horticoles, un endroit interdit que les fermiers n'aiment pas montrer. Vous voyez ça? Ça, c'est une des pompes qu'ils ont mises dans le lac. Et en plus, il n'y a même pas de compteur. Et ça, ils l'ont caché parce qu'ils ont peur que l'on découvre que la plupart de ces puissantes pompes sont installées directement dans le lac. Et les autorités ne viennent jamais jusqu'ici pour faire des contrôles. Autour du lac, près d'une centaine de pompes comme celle-ci fonctionnent à plein régime, jour et nuit. Les fermes horticoles sont en partie responsables de la baisse des eaux. Mais sont-elles aussi responsables de la pollution du lac? Pour le savoir, nous sommes retournés dans une de ces fermes. Loin des visites encadrées, nous avons réussi à filmer une des réalités de cette industrie. Pour assurer la résistance des fleurs aux insectes et au transport, les ouvriers les aspergent de produits chimiques et de pesticides à très haute dose. Mais ces ouvriers ont-ils conscience des risques auxquels on les expose? Quand je suis venu ici, j'ai eu la chance d'être embauché. Parce qu'ici, tout homme doit lutter pour gagner sa vie. Évidemment, les produits chimiques sont dangereux et ils ont différents effets secondaires. Par exemple, quelquefois, ça démange la peau, ou alors vous ne vous sentez pas très bien, vous avez mal à la tête ou d'autres choses comme ça. Mais j'ai pas peur parce que j'utilise les bonnes protections. Parce que si on se protège bien, les risques de respirer ou encore que des produits chimiques entrent dans votre corps, les risques sont très minces. Mais des produits tels que le chlorure de méthylène utilisé à de fortes doses finissent par atteindre les organes vitaux des ouvriers. La culture des fleurs est dangereuse et le sujet reste tabou. Dans cette clinique privée, un médecin qui a travaillé 10 ans dans les fermes horticoles, le docteur Isaac Lumbasi, dénonce cette hypocrisie. Yes, we usually advise the management team in such a place when the spray has... On essaie de faire comprendre aux dirigeants de ces fermes que lorsqu'ils pulvérisent les produits dans leurs serres, aucun employé ne doit rentrer avant au moins 1 heure. Mais seulement 5 minutes après avoir répandu les produits, ils demandent aux ouvriers de reprendre le travail, alors que les vapeurs sont toujours là, et c'est dangereux. Même s'ils mettent des masques, ça pénètre leur peau, ça leur rentre dans le corps par les pores de la peau. Ils ont des problèmes pour respirer, des troubles de la vue. Ils ne voient pas bien à cause de ces produits chimiques. Ils se grattent. La plupart n'ont plus de défense immunitaire, alors ils deviennent vulnérables aux maladies. Même une simple toux devient grave. C'est une mort lente, très lente, et le malade ne peut même pas lutter contre la mort. Les fleurs peuvent tuer, mais cela ne décourage pas les chômeurs qui affluent en ville. En quelques années, la population a triplé. Aujourd'hui, 250 000 personnes s'entassent autour du lac. Ici, l'eau est puisée, souillée et rejetée à longueur de journée. L'eau sale, ainsi recyclée, est distribuée dans le bidonville qui n'a ni eau courante, ni égout. Une situation alarmante, mais qui n'inquiète pas. L'industrie des fleurs est essentielle pour la région. Elle sort ces personnes de la misère. Mais cette dynamique a un prix, comme le constate un biologiste de l'université de Nairobi, un des plus grands spécialistes du lac Naivasha, le professeur Kenneth Matuvi. Toute cette eau qui dégouline vient des fermes de fleurs. Et vous voyez, elle n'est pas traitée. Cette eau contient des pesticides, des métaux lourds, des engrais, et elle va dans les tuyaux, jusqu'au lac. Et les vaches l'adorent, parce qu'elle est salée.
Et vous pouvez voir que le troupeau la boit à la source. Ils sont directement contaminés et un peu plus tard, les poissons seront eux aussi contaminés dans le lac. Ce sera le zooplancton, le phytoplancton et la chaîne continuera. Pourtant, la relation entre la culture des roses et la dégradation du lac est remise en cause par les fermiers. Pour le chercheur, elle est évidente. Chaque mois, il effectue des prélèvements, analyse l'eau, la boue, le plancton et les poissons. Ce sont eux qui indiquent le mieux le degré de pollution du lac. Celui-là n'est pas rouge, il est contaminé. Et c'est à cause des pesticides. Vous voyez, ces ouïes sont maintenant très pâles. On a l'impression qu'il a été pêché il y a longtemps, mais en fait, il vient tout juste d'être pris et il est contaminé. Quand vous en attrapez un qui n'est pas contaminé, il ressemble à ça, vous voyez? Des produits chimiques qui tuent les poissons et qui favorisent aujourd'hui la croissance de la jacinthe d'eau, une plante qui se nourrit des engrais rejetés par les fermes. Plus cette pollution gagne le lac, plus cette plante se développe. Le prédateur envahit peu à peu le lac et l'étouffe. Pour David Quillot, l'ancien pêcheur, beaucoup trop de fermes exploitent les fleurs. Si on ne fait rien pour préserver ce lac, si la culture, en particulier celle des fleurs, ne change pas, je pense que très rapidement, dans moins de 10 ans, le lac va disparaître. Par endroits, les bords du lac se dégradent déjà. Un avertissement. Quand nous achetons une rose, nous devrions réfléchir pour que la dernière fleur du lac Naivasha ne soit pas la jacinthe d'eau. Ça, c'est le mont Fuji qui culmine à 3779 mètres. C'est un volcan éteint. Les Japonais ont dû apprendre à vivre avec les éléments naturels particulièrement dévastateurs, comme les éruptions de volcans, des tsunamis, beaucoup de tremblements de terre. La forme de ce volcan est vraiment parfaite. C'est un symbole de pureté, ancré dans le cœur de tous les Japonais. Situé au centre du pays, on peut l'observer de n'importe quel endroit et il a toujours la même silhouette. On va aller à la rencontre de Ken Naguchi, un alpiniste mondialement reconnu. Et pour lui, les montagnes, c'est pas seulement un symbole, c'est aussi un combat. Ken Noguchi est le plus jeune alpiniste à avoir atteint les 7 plus hauts sommets des 7 continents. En gravissant l'Everest, il découvre les innombrables déchets qui polluent le toit du monde. Des tentes, des kilomètres de cordages ou des bonbonnes de gaz incrustées dans la glace. Les restes abandonnés par plusieurs centaines d'alpinistes chaque année. Ken va donner un nouveau sens à ses expéditions. Il va nettoyer ce sommet. Depuis l'année 2000, ces expéditions ont débarrassé l'Everest de plus de 9 tonnes de déchets. Des versants nord et sud, il a rapporté plus de 400 bouteilles d'oxygène. Au Japon, le mont Fuji, lui aussi, s'est transformé au fil des années en une véritable décharge sauvage. Ici, on est au pied du mont Fuji et nous avons le même problème. Par exemple, on constate ici qu'il y a encore beaucoup de déchets. C'est comme sur l'Everest. C'est pas seulement au Népal, c'est aussi dans votre pays. D'habitude, les alpinistes ne viennent pas dans cette forêt. La majorité des gens ne connaît pas cette réalité. Le mont Fuji, en hiver, est couvert de neige et de glace. Les déchets sont enfouis, on ne les voit pas. Mais un jour, les alpinistes européens m'ont dit que le mont Fuji était la montagne la plus polluée du monde. J'ai vraiment été choqué par ces mots.
Alors je me suis rendu ici un été, j'ai réalisé l'ampleur des dégâts et j'ai voulu commencer à nettoyer le site. Est-ce que le public japonais vous a suivi dans cette démarche? Moi, je pensais qu'en lançant une campagne de nettoyage du mont Fuji, j'allais être soutenu par tout le monde. Mais les commerçants des environs ont pris peur. Ils craignaient que cette action ne fasse fuir les touristes. J'ai vraiment été surpris par tous ces mouvements d'opposition. Quand on a commencé ces actions de nettoyage, la première année, nous n'étions que 100. Après 2 ans, nous étions 600. Puis 3 ans après, 1500. Enfin, au bout de 5 ans, près de 3000. L'année dernière, nous nous sommes retrouvés au pied du mont Fuji avec plus de 7000 personnes. Et les gens venaient de tout le Japon. Quand un mouvement prend une telle ampleur, avec autant de personnes qui viennent de si loin, alors tout scepticisme disparaît. L'été, près de 300 000 personnes visitent le mont Fuji. Si chaque personne ramassait un déchet, cela ferait 300 000 déchets en moins. Vous vous rendez compte? Au début, c'est difficile. Maintenant, vous êtes des milliers à nettoyer la montagne. Est-ce que ça vous rend optimiste sur l'homme? En 10 ans de ramassage, j'ai vraiment pris conscience que cette succession de tout petits gestes pouvait donner des résultats extraordinaires. C'est pour ça que je suis optimiste. Si on s'y met dès maintenant, tous ensemble, oui, on peut y arriver. Une étude très récente vient de montrer qu'il y a la même pollution à 5000 mètres en haut de l'Himalaya que dans les grandes villes. C'est incroyable. Est-ce que vous avez entendu parler de cette pollution aussi qu'il y a dans le Pacifique, une pollution de plastique énorme? On dit qu'il y a une espèce de mer de plastique et que ces tout petits morceaux infimes de plastique, il y en aura peut-être pratiquement autant que le plancton. Est-ce que vous savez ça? Ça paraît incroyable. Emblème de notre société de consommation du tout jetable, le plastique est devenu depuis la Seconde Guerre mondiale la matière star. Dans les années 80, la production mondiale de plastique a dépassé celle de l'acier. Aujourd'hui, elle atteint 250 millions de tonnes par an. Mais les qualités de ce matériau en font aussi notre pire ennemi. Bon marché, ultra résistant, il n'est pas biodégradable et termine souvent sa vie dans l'océan, transporté par les eaux de ruissellement, les égouts ou les fleuves. Hawaï, un atoll perdu au milieu du Pacifique. Le paradis des surfeurs, des plages de rêve, une eau limpide parmi les plus pures du monde et des fonds marins d'une richesse inouïe. Un lieu où l'homme semble vivre en harmonie avec la nature. Rien à voir en apparence avec cette plage où s'amoncellent des tonnes de détritus en plastique venus tout droit de nos habitudes de vie. Et pourtant, nous sommes bien sur la même plage. Il y a peu de temps, ces rivages étaient encore préservés. Le capitaine Charles Moore est un fervent défenseur de l'océan. Depuis des années, il se bat contre la pollution liée au plastique. La plupart de ces débris ne proviennent pas des Hawaïens eux-mêmes, ni des produits consommés sur l'île, ni même des touristes, mais du Pacifique. Et les côtes d'Hawaï sont recouvertes tout simplement par les débris de notre civilisation. Pour comprendre d'où viennent ces accumulations de plastique, le capitaine nous embarque sur son bateau, l'Algalita, pour un voyage terrifiant, au cœur de ce qu'il qualifie lui-même de mer de plastique. Aux confins du Pacifique, entre l'Asie et les États-Unis, Charles Moore est le premier à avoir découvert des tonnes de déchets synthétiques, résultat de notre surconsommation. À des milliers de kilomètres de la première côte, une combinaison de courants piège nos détritus flottants sur une surface grande comme 4 fois la France. Le phénomène porte le nom de spirale du Pacifique Nord. Bouleversé par sa découverte, Charles Moore tente d'alerter le grand public avant qu'il ne soit trop tard. Plastique à la mer!
Les gens sont tellement submergés d'informations qu'ils finissent par passer à côté de faits aussi dramatiques. Personne n'est au courant. Et si moi je n'avais pas eu un bateau pour y accéder, qui d'autre n'aurait jamais parlé? C'est au milieu de nulle part. Pourquoi cela nous affecterait-il? On ne le voit pas. Et si on ne le voit pas, en gros, ça n'existe pas. À chacune de ces expéditions, le capitaine embarque à son bord des scientifiques et des journalistes du monde entier pour qu'ils témoignent de la gravité de la situation. C'est une bouteille de plastique. Et on est à plus de 7000 km des côtes asiatiques. Plus besoin de faire du shopping. Il suffit d'attendre que les objets flottent jusqu'à nous. Qu'est-ce que vous faites, Joe? Je mets à l'eau le piège à plastique. Mais la menace la plus sérieuse est invisible au premier coup d'œil. Le plus terrifiant, on le capture grâce à ce filet spécial. Car cette mer synthétique est essentiellement composée de particules de plastique broyées. Bon, voyons ce qu'on a ici. Ah bah voilà, vous avez ici un triste exemple d'un échantillon avec un ratio de 6 pour 1. Cette triste soupe est composée de 6 fois plus de plastique que de plancton. Et on retrouve ces mêmes particules sur plus de 30 mètres de profondeur. Dans ce bocal, il y a très peu de vie. Là, vous avez toutes les composantes de la soupe plastique qui est devenue l'océan. Selon le capitaine, ce sont ainsi des centaines de millions de tonnes de plastique qui flottent et dérivent sur les océans. Les analyses réalisées par une biologiste spécialiste des matières plastiques révèlent des résultats catastrophiques. Même les plus minuscules fragments que l'on voit sont encore du plastique. Et plus ces particules sont petites, plus elles concentrent les produits toxiques. Comme de véritables éponges, elles piègent tous les polluants organiques persistants, les pesticides et leur famille de composants synthétiques. Et ces fragments empoisonnés, c'est un vrai problème, car ensuite, les animaux les ingèrent. C'est ainsi que de simples confettis de plastique deviennent des pilules toxiques qui rentrent dans la chaîne alimentaire. Retour à Hawaï. Tout comme Charles Moore, Morgane Turban, plongeuse et surfeuse, lutte au quotidien pour la sauvegarde de l'océan Pacifique et de l'atoll. Pour moi, un des signes les plus tristes de notre époque, c'est de voir avec quoi jouent les dauphins. Il y a tellement de sacs plastiques dans la mer que des sacs se coincent dans leurs nageoires ou leur système respiratoire et ça bloque leur bec. Parfois, ils les avalent et les sacs restent coincés en travers de leur gorge. Alors Morgane a créé une association pour nettoyer l'océan. Ça n'est jamais une tâche insurmontable pour moi de ramasser ce qu'on voit. Je récupère toujours les plastiques à ma portée et je les fixe dans la courroie de mon surf pour les ramener. En revanche, je trouve que de ne pas ramasser ces débris, les laisser sur place, c'est aussi grave que de les jeter. Morgane a tenu à nous montrer dans l'île la plus reculée au nord-ouest d'Hawaï à quel point les ravages du plastique sont meurtriers. Dans ce sanctuaire naturel vivent des espèces protégées et très fragiles, notamment des colonies d'albatros laisans qui viennent se reproduire ici. Pendant 7 mois, les bébés dépendent exclusivement de la nourriture que leur rapportent leurs parents. Mais ces derniers confondent souvent les débris de plastique avec des crevettes ou du plancton. Dans la nature, les petits albatros meurent souvent de déshydratation ou de malnutrition. Mais ce phénomène s'est vraiment aggravé avec le plastique parce que celui-ci prend la place des aliments dans leur estomac. Et ce sont ainsi 200 000 albatros qui sont morts l'année dernière. Alors quand vous vous baladez sur la grève où les albatros font leur nid, ce que vous voyez, ce sont les petits qui sont morts de malnutrition, le ventre plein de plastique. Dans ceux qui se décomposent, on voit qu'à l'intérieur, il y a des débris de toutes sortes. Et dans les carcasses d'albatros qui jonchent la grève, en à peine 1 heure, Morgane ramasse une quantité d'objets en plastique. Elle les dispose ensuite sur la plage pour nous faire prendre conscience de l'ampleur du problème. L'inventaire n'a rien de poétique. Alors là, vous avez des briquets. Ici, pour les golfeurs, on retrouve des balles. Et là, des billes de déodorant. Là, vous avez un petit fusil. Et là, un Père Noël. Là, on retrouve une cartouche d'imprimante. Plutôt indigeste, non? Et si j'étais un albatros, je ne crois pas que j'aimerais avaler ça. Je ne pense pas que les gens réalisent vraiment ce qu'ils font chaque jour à la nature.
C'est nous qui avons fait ça. Nous tous qui leur avons fait ça, et c'est juste atroce. D'autant plus que la mer de plastique ne serait pas la seule. Il existerait 4 autres dépotoirs géants sur la planète, comparables à la spirale du Pacifique Nord. La société du tout jetable est peut-être plus rentable, mais les conséquences sont intolérables. Chacun est concerné. Et il faudra tous les efforts de la société pour résoudre ce problème. L'océan arrivera peut-être à recracher tout ça hors de ses eaux. Mais nous devons impérativement arrêter de déverser ces plastiques dans l'océan. Sinon il sera saturé, ce qui malheureusement est déjà le cas. L'industrie a longtemps créé des matières sans se soucier de leur cycle de vie. Métaux lourds, plastiques ou engrais. On est au tout début de l'ère du recyclage. Et l'on puise avec la même insouciance dans les ressources de la Terre pour alimenter en matières premières nos usines. C'est vraiment spectaculaire. Hein. Là, tu as vraiment l'image du monde industriel avec les bateaux qui amènent ces minerais du monde entier, ces déchets de ferraille. Souvent, on parle de choses qu'on n'arrive pas à expliquer, et là, on comprend tout. Hein. La taille des bateaux, la taille de l'usine. Durant sa vie, un Européen va utiliser à lui seul 140 tonnes de fer, 1000 tonnes de pétrole, 3000 tonnes de sable et de gravier. Au total, ce sont plus de 4400 tonnes qui seront extraites du sol pour satisfaire notre mode de vie. Au rythme actuel, l'homme aura exploité la quasi-totalité des minerais de la planète avant la fin du siècle. Alors quel futur bâtissons-nous aujourd'hui? Allons-nous vers plus de modération? Ou comptons-nous sur la technologie pour nous garantir pour toujours le même niveau de vie? Au large de la ville de Nagasaki, au sud du Japon, une silhouette étrange posée sur l'horizon. Gunkonjima, surnommée l'île cuirassée. L'homme a bâti cette cité minière en rêvant de modernité. C'est ici que furent construits les premiers immeubles en béton du Japon. Avec ses 5000 habitants, elle a connu une densité de population parmi les plus élevées jamais enregistrées au monde. Considérée comme une ville d'avant-garde, la cité et la mine de charbon fermeront leurs portes en 1974 par manque de rentabilité. Fils de mineur, Dotoku Sakamoto a vécu ici avec sa famille. C'était le parc pour les enfants? Oui, c'était un parc. Il y avait beaucoup d'enfants ici. C'était un endroit très vivant. Il y a longtemps, il y avait des voix. Maintenant, juste le silence. Il y a des gens partout. Là. Il y a combien de temps que vous l'avez pas fait, ça? 40 ans. Alors tous vos copains habitaient ici? Oui, et de ce côté-ci, habitait même celle qui est devenue ma femme. Je vais vous conduire chez moi maintenant. Il va falloir monter au 9e étage. Un vrai décor de cinéma. Hein. Et c'est pas du cinéma. Incroyable endroit. Voilà, c'est là que nous habitions. C'est une belle vue, n'est-ce pas? C'est là où votre mère vous surveillait pendant que vous étiez en train de jouer? Oui, les enfants jouaient et en fin de journée, nos mères nous appelaient « à table ».
Ah, il devait avoir un bruit incroyable ici, avec toute cette vie, ce monde, ces familles. À la mine où nous étions avant, nous n'avions pas le confort moderne. Mais en venant ici, nous avons découvert le réfrigérateur, la machine à laver, la télévision. Nos parents ont eu un niveau de vie bien supérieur. Et ici, attendez, on ne les voit presque plus. Il y avait des marques. Regardez là. Ah oui, oui. Ah là, c'est là où vos parents vous mesuraient la taille. Oui, bon, vous avez la même chose chez moi. Hein. Là. Vous avez grandi depuis, hein, vous avez grandi. Hein. Votre père, il travaillait 6 jours par semaine ou 7 jours par semaine même, non? Oui, à la mine, les équipes se succédaient. Il y avait 3 équipes en rotation. Le Japon est le premier importateur et utilisateur de charbon au monde. La forte croissance du Japon en a fait un pays riche qui a préféré arrêter d'exploiter ses mines pour acheter le charbon à l'étranger. C'est pour ça que cette île a été abandonnée. Cette île est le symbole de l'ego des Japonais. Ils ont jeté ce dont ils n'avaient plus besoin et ils ont fait venir de l'étranger, à moindre prix, les ressources nécessaires à leur développement économique. C'est la classe? Oui, notre classe. Avec le tableau noir? Ah, le tableau. Il y a 2 ou 3 ans, il y avait encore un orgue. Ah oui, il est encore là. Est-ce que cette île, c'est pas un symbole de ce qui peut nous arriver? Oui, c'est exactement ça. Vous savez, ce lieu, quand il était habité, était considéré comme le Japon du futur. Mais ces ruines autour de nous sont peut-être le futur du Japon d'aujourd'hui. Quand on construit des tours et encore des tours, on bâtit l'avenir, comme le Tokyo que nous connaissons et qui symbolise cet essor économique. Mais toutes ces ruines ici préfigurent peut-être l'avenir du Japon d'aujourd'hui et sans doute celui de l'humanité. Ce toit, c'est l'endroit où j'aime le plus venir. Qu'est-ce que vous voyez dans le ciel? En regardant le ciel ainsi, on peut se rendre compte que nous sommes entourés par la nature. C'est, je pense, ici que j'éprouve le plus ces sensations. On n'est pas dans la nature, on est sur du ciment ici. Cet endroit est en train de revenir à la nature. Donc ceci aussi fait partie de la nature. Rien ne peut empêcher ça. Silencieusement, ce bâtiment est en train de retourner à la nature. Chaque année, chaque Français produit en moyenne 15 kilos de déchets électroniques ou informatiques. C'est énorme et c'est en progression. Mais dans le monde, c'est 40 millions de tonnes de déchets. Ça correspond en poids environ à 4000 tours Eiffel. On va aller à Guiyou, en Chine, qui est surnommée la ville poubelle. Et vous allez comprendre pourquoi. À l'ombre des gratte-ciel d'une Chine en plein essor économique, Guiyou, une ville chinoise d'1 million d'habitants entièrement vouée au retraitement de nos ordinateurs usagés. Chaque jour, des dizaines de camions déchargent leurs cargaisons venues principalement des États-Unis et d'Europe. En quelques années, Guiyou est devenu un gigantesque dépotoir, avec ses ateliers spécialisés dans le commerce illégal du recyclage informatique. Ils emploient plus de 200 000 ouvriers. La plupart sont des migongs,
ces paysans migrants venus des provinces lointaines. D'abord, nous trions les matériaux. Nous les broyons dans la machine et ensuite, nous les vendons. Tu as déjà utilisé un ordinateur? Non, mais j'en ai déjà vu un. Chez nous, l'ordinateur est aujourd'hui devenu un objet de consommation courante. En une décennie, sa durée de vie est passée de 6 à 2 ans. La majorité finit ici, venant grossir ces montagnes de déchets où les ouvriers démontent à main nue tout ce qui est réutilisable. Qu'est-ce que vous faites là? Je dissous les cartes. Et pourquoi faire? Pour l'argent. Depuis combien de temps vous faites ce travail? Depuis environ 14 ans. Ces ouvrières exposent leurs poumons aux vapeurs toxiques au-dessus de flaques d'étain surchauffées, sans aucune protection. Des conditions de travail d'un autre âge. Mais une tonne de ces cartes électroniques permet de récupérer 20 kg d'étain, 130 kg de cuivre et 450 grammes d'or. Cet homme, lui, décortique des cartouches d'imprimante. Sans le savoir, il inhale chaque jour de la poudre de carbone, une substance cancérigène. Il y a beaucoup de poussière. Bien sûr que j'ai peur que cette poussière noire touche mes poumons. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre. C'est mon travail. Chercheurs d'or de l'ère électronique, les ouvriers isolent les métaux précieux contenus en quantités infimes dans les puces en utilisant des mélanges acides extrêmement corrosifs. Les matériaux présents dans un ordinateur comme le cadmium, le mercure ou le cobalt, brûlés ou manipulés sans protection, provoquent de graves troubles de la santé pour les travailleurs et leurs familles. Les enfants vivent ici avec un taux de plomb 3 fois supérieur à la moyenne chinoise. Le docteur Kuo confirme qu'ici, depuis l'arrivée de nos déchets électroniques, le nombre de malades a explosé. Les maladies respiratoires sont de plus en plus fréquentes. La tuberculose est assez répandue. Mais les gens ici souffrent aussi beaucoup du cancer. Le cancer du foie, de l'estomac, de l'œsophage et du larynx. C'est malheureusement aussi très courant aujourd'hui dans la région. Les pays riches génèrent chaque année entre 20 et 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Fuyant leurs responsabilités, ils les envoient vers les pays en développement, car les recycler chez eux coûterait jusqu'à 10 fois plus cher. Aujourd'hui, les 3/4 des ordinateurs usagés finissent en Chine. Le reste part en Afrique, en Inde ou en Amérique latine. Les États-Unis veulent éviter toute pollution sur leur territoire. Mais en parallèle, ils encouragent activement l'exportation de ces déchets vers l'Asie. Là-bas, tout ça finit dans les rizières ou part en fumée, ou bien encore finit au fond des canaux d'irrigation. C'est un véritable scandale. D'autant plus que ce commerce de déchets électroniques est totalement illégal. Depuis les années 90, la Convention de Bâle interdit les exportations de matériel informatique des pays riches vers les pays en développement. Sauf pour les États-Unis et le Japon, qui n'ont pas ratifié cet accord. La loi chinoise, elle, en interdit l'importation. Mais une enquête sur le port de Hong Kong prouve pourtant le contraire. La principale porte commerciale de la Chine est devenue la plaque tournante pour le trafic des déchets électroniques. Des centaines de containers arrivent chaque jour de l'étranger, chargés de marchandises, y compris en provenance de la France. À coups de billets de 100 $ cachés dans les containers, les douaniers ferment les yeux et des milliers de carcasses sont infiltrées chaque jour, jusqu'à Guiyou. Alors forcément, quand on demande à un officiel chinois si son gouvernement joue le jeu des Occidentaux, sa gêne est évidente. Comment puis-je répondre à cette question? C'est certain, les gens se mettent hors la loi, nous les sommons d'arrêter, mais ils continuent. La loi n'est donc pas appliquée, d'autant que ce marché rapporte plusieurs millions de dollars à la Chine. Mais pouvons-nous reprocher à la Chine les ravages de cette industrie, alors que les pays occidentaux en sont les premiers coupables?
alors qu'elles permettent à plusieurs millions d'ouvriers de survivre dans le monde. Nous nous occupons de ce commerce pour faire vivre nos familles. Nous sommes en voie de développement. Nous ne sommes pas encore un pays développé. Quand nous serons comme vous, alors peut-être que nous aussi nous jetterons cette poubelle à la mer, ou bien nous la vendrons à des pays sous-développés. 4000 tonnes de déchets sont jetées toutes les heures sur la planète. Gouiyou en traite à elle seule plus d'1 million de tonnes. Pour éviter que l'histoire ne se répète, des ONG s'élèvent un peu partout dans le monde pour que les pays occidentaux gèrent eux-mêmes la fin de vie de leurs ordinateurs. C'est à ce prix seulement que le scandale de Gouiyou cessera. Nous n'avons jamais été aussi dépendants les uns des autres. Les conséquences de nos gestes de consommateurs sont devenues planétaires. Avec Jean Fabre, nous nous rendons sur les ruines du temple de Guganjima. Jean, la solution, c'est vivre mieux avec moins. Si on pense que les générations qui nous ont précédés, depuis l'époque de Louis XIV jusqu'à maintenant, avaient mangé tout le charbon et tout le pétrole, et nous, on arrive maintenant, qu'est-ce qu'on penserait de ceux qui nous ont précédés? Comment est-ce qu'on se débrouillerait? C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors que nous, on le sait. Alors que nous, on est parfaitement au courant. Et on a le temps pour prévoir et changer. Je ne crois pas qu'on ait le temps, moi. Si on met toute l'énergie humaine qu'il faut pour changer, on peut le faire. On doit reconstituer le pacte qui lie tous les êtres humains sur la Terre. C'est le pacte économique, c'est le pacte social, c'est le pacte environnemental. Et pour ça, il faut qu'on réfléchisse sur nos valeurs. Qu'est-ce qui compte pour nous dans l'existence? Est-ce que chaque personne compte, oui ou non? Est-ce que la nature qui nous entoure, est-ce qu'elle compte, oui ou non? Est-ce qu'elle nous est commune, oui ou non? Si on comprend un petit peu où sont les choses essentielles, à ce moment-là, on va dépasser toutes les divisions. Il faut rentrer dans une autre dimension. On doit réinventer notre façon d'être ensemble. Et on doit réinventer notre façon d'être avec les autres. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de passer pour un naïf dans cette affaire. Parce que ce n'est pas de la naïveté, c'est l'intelligence même des choses, celle qui est contenue dans la nature, celle qui est dans notre cœur, celle qu'on a envie de retrouver quand on va pleurer sur une séquence au cinéma, quand on lit un livre et quelque chose nous touche, quand on regarde les yeux d'un enfant et qu'on dit « voilà, je veux quelque chose pour toi ». Parce que aimer quelqu'un, c'est ça, c'est lui donner quelque chose, c'est construire. Aimer, c'est créer, c'est pas consommer. Aujourd'hui, notre surconsommation a fait de la planète une usine gigantesque, fonctionnant à plein régime. Nous avons mis les animaux et la nature au service de nos besoins, même les plus futiles. En coupant le cordon avec son environnement, l'homme menace sa survie. Que ferons-nous quand nous aurons consommé l'ensemble des ressources de la Terre? Où irons-nous nous réfugier? Nous devons imaginer une nouvelle façon de produire et de consommer durablement. Pourquoi ne pas s'inspirer de la nature? Ces macaques du Japon supportent des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 20 degrés en se réfugiant dans ces eaux chauffées naturellement par la Terre. Et saviez-vous que c'est en observant et en copiant l'homme que ces singes ont découvert les bienfaits de la géothermie? Je pense qu'en regardant les singes, nous avons, nous aussi à notre tour, beaucoup à apprendre. C'est vraiment extraordinaire, hein. C'est fou ce côté plaisir qu'ils ont l'air de prendre dans cette eau chaude. On a l'impression que c'est le bonheur, les yeux fermés en train de s'épouiller.
magnifique. Vraiment un spectacle. Ça va, toi? Il y a le vieux mâle là, qui surveille sa famille. L'homme se considère comme l'espèce la plus évoluée sur Terre. Mais avons-nous une vision? Avons-nous un regard sur notre mode de vie? Sommes-nous responsables? Ces macaques japonais, comme tous les animaux qui vivent sur la Terre, prélèvent dans la nature uniquement ce dont ils ont besoin. Nous, dans les pays riches, nous avons créé une société qui nous encourage à consommer, à acheter, à jeter, à remplacer. Mais les 3/4 de l'humanité ne connaissent pas cette abondance. Nous devons organiser notre vie autour de nos réels besoins pour pouvoir tous équitablement profiter des ressources de la Terre. Et la nature nous offre un choix qu'aucun hypermarché du monde ne peut égaler. Aujourd'hui, nous avons tous le pouvoir, par nos actions, d'apporter une partie de la solution. Bonsoir. J'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont fait prendre conscience de notre surconsommation